Il est 13 heures. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre édition. Le président Alassane Ouattara est rentré hier de la France en compagnie de la Première Dame. Avant de se rendre en France, le chef de l'État était en Afrique du Sud dans le cadre d'une visite d'État. À sa descente d'avion, le président de la République a fait un point de cette visite aux nombreux journalistes sur place. Plus tôt dans la journée, Patrick Achi était à Abobo. Le Premier ministre s'y est rendu pour lancer les travaux du CHU de la commune, un centre hospitalier universitaire aux normes internationales qui va coûter 80 milliards de francs CFA. Il aura une capacité de 600 lits et sera livré le 1er juillet 2025. Les Sénégalais se rendent aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés. Pour le pouvoir, elles font figure de test après les élections locales de mars. L'opposition a réussi à s'imposer dans plusieurs grandes villes du Sénégal. C'est donc un test pour Macky Sall. Va-t-il maintenir sa majorité? Se verra-t-il imposer une cohabitation? Affaire docteur non recruté dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. De quoi s'agit-il? On assiste depuis plusieurs mois à des mouvements organisés par des personnes qui revendiquent ce statut. Leurs préoccupations sont connues. Elles ne voudraient plus, par exemple, débourser 50 000 francs pour chacun des dossiers qu'elles déposent dans les différentes universités. Elles souhaitent toutes être recrutées. Ces personnes recrutées donc par le biais d'un décret et intégrer la fonction publique sans forcément passer par le concours de recrutement. Soucieux d'une normalisation dans cette affaire qui fait grand bruit, le ministre de l'Enseignement supérieur a, au nom du gouvernement, engagé un dialogue avec les docteurs depuis la fin d'année 2021, mais les mouvements ne s'arrêtent pas. On évoque même des situations où des docteurs auraient mis le feu à leur diplôme, à leur thèse, et d'autres encore feraient des grèves de la faim. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'en est-il réellement? Pourquoi cette affaire défraie-t-elle tant la chronique? Qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement pour régler la question? Le ministre Adama Diawara est avec nous pour y répondre. Il est notre invité du Dimanche Magazine. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, la situation, ça va? Ça se tasse un peu? Oui, je pense oui. Vous savez, nous avons entamé un dialogue avec les docteurs non recrutés et cela fait que nous avons eu pas mal de rencontres. Et je pense que petit à petit, ils commencent à comprendre un certain nombre de choses qui n'étaient pas tout à fait bien comprises au départ. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Merci d'être venu. Les éclairages, c'est pour tout à l'heure. Merci. Dans une demi-heure. Le président Alassane Ouattara, je vous le disais en titre, a regagné Abidjan hier samedi. Le chef de l'État rentre de la France, où il s'est rendu après sa visite d'État de quelques jours en Afrique du Sud. Accompagné de son épouse, le président de la République a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le vice-président, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. De nombreux journalistes étaient également sur place. Et face à eux, le président Alassane Ouattara a fait un point de son séjour en Afrique du Sud. On l'écoute en 10 minutes chrono. Comme vous le savez, j'ai effectué à l'invitation de mon frère, le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, une visite d'État en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet dernier. C'était la première visite d'État d'un chef d'État ivoirien en Afrique du Sud. Et donc c'était une visite historique dans ce sens. Et j'étais accompagné d'une forte délégation comprenant les ministres India Kamara et Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro, le ministre secrétaire général de la présidence Abdourahmane Sissé, le ministre conseiller spécial Ali Koulibaly, ainsi que plusieurs autres ministres du gouvernement, puisque nous avions de nombreux secteurs à examiner. Au niveau des hommes et des femmes d'affaires, la délégation ivoirienne était composée de plus de 70 personnes. Je voudrais réitérer mes vifs remerciements au président Cyril Ramaphosa, au gouvernement et au peuple sud-africain pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à la délégation et à moi-même. Remercier à nouveau
le président Cyril Ramaphosa de m'avoir élevé dans l'ordre le plus élevé, la plus haute distinction, ce qui est un grand honneur pour notre pays et une immense fierté pour nos concitoyens et moi-même. Alors, nos échanges ont porté sur plusieurs points. Je rappelle que nous avons, à l'occasion de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, signé 8 accords, dont 6 ont déjà été ratifiés. Et cette fois-ci, nous avons noté le dynamisme de la coopération entre nos deux pays et l'intérêt croissant des entreprises sud-africaines pour la Côte d'Ivoire et des entreprises ivoiriennes aussi pour l'Afrique du Sud, ce qui est une bonne chose. Et comme vous le savez, nous encourageons nos entreprises à prospecter au-delà de notre pays et je me réjouis qu'ils étaient nombreux, les hommes d'affaires, à participer à cette mission. Et nous avons aussi convenu qu'il fallait renforcer davantage nos relations commerciales. Et ceci a bien démarré, puisque dans les 6 premiers mois de cette année, nos échanges ont augmenté de manière extraordinaire. L'ouverture récente de la ligne Abidjan-Johannesburg de la compagnie Air Côte d'Ivoire contribue à booster ces échanges. Et nous avons, à cette occasion, signé 6 nouveaux accords de coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, et notamment dans le domaine du développement et inclusion sociale, la coopération économique, la promotion du commerce et des investissements, ainsi que des transports. Alors, au cours du forum, nous avons fait un développement sur la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons montré les atouts de notre pays, aussi bien au plan économique, une économie performante, avec peu d'inflation par rapport aux autres pays, également un dynamisme reconnu, une maîtrise importante au niveau de la sécurité malgré les difficultés à nos frontières. Et cela a été un véritable succès et j'ai encouragé les entreprises sud-africaines à venir investir en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la défense, des équipements pour la lutte contre le terrorisme et aussi la transformation des matières premières, notamment le café, le cacao, la noix de cajou, ainsi que dans le domaine artistique. Et avec le président Ramaphosa, nous avons échangé longuement sur la situation, bien sûr en Afrique de l'Ouest, mais également la situation en Afrique australe. Comme vous le savez, il y a certains pays tels que le Mozambique et d'autres qui ont des difficultés de terrorisme, comme ici le Mali, le Burkina et la Guinée. Et nous sommes convenus qu'il fallait tout faire pour renforcer la paix et la sécurité dans nos régions et sur le continent africain. Nous avons évoqué aussi la crise russo-ukrainienne et son impact sur les pays africains, notamment en matière d'inflation et également en matière de disponibilité des céréales, bien sûr du carburant et des engrais. Et sur toutes ces questions, nous nous sommes réjouis vraiment de notre parfaite convergence de vues. Et ceci est important. L'Afrique du Sud est un pays important non seulement sur le continent africain, un pays membre du groupe des 20 au niveau des instances internationales, donc qui porte la voix de l'Afrique à chaque occasion, à l'occasion de ces réunions, et est souvent invité aussi au niveau du groupe des 7 pour donner avec le président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine le point de vue du continent. Nous sommes convenus de maintenir le contact pour nous donner des informations réciproques pour faire connaître notre point de vue, le point de vue de la Côte d'Ivoire. De Pretoria, nous sommes allés à Cape Town pour visiter la prison de Robben Island, où a été détenu pendant 18 ans le président Nelson Mandela sur ses 27 années de prison.
et j'ai eu l'occasion de voir sa cellule et aussi de visiter l'île. À sa sortie de prison, la Côte d'Ivoire faisait partie des 3 pays qu'il a visités avant les premières élections démocratiques en 1994 en Afrique du Sud, et que j'avais également visité l'Afrique du Sud en 1995 à l'occasion de sa prise de fonction comme premier président noir de l'Afrique du Sud. Je dois dire que nous devons tous nous rappeler la lutte historique de Madiba pour la liberté, l'égalité des droits et la dignité, ainsi que ses actions en faveur de la paix et de la réconciliation. Et j'ai indiqué que d'ailleurs, il avait été récipiendaire du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour son action et sa disponibilité et surtout son attention par rapport à tout ce qui concerne les questions donc, de réconciliation. Alors il laisse un héritage important pour notre continent, pour les générations actuelles et futures, et bien sûr que chacun de nous doit tenter de perpétuer. C'était assurément un très grand homme qui a contribué à la liberté et à la mise en place d'institutions démocratiques dans son pays, et il a participé au règlement de la crise au Burundi et dans d'autres pays. En Afrique du Sud, nous avons à peu près 800 compatriotes, et j'ai demandé au ministre Ali Koulibaly ainsi que la ministre Kandia Kamara et à Djoumani et la ministre qui m'accompagnait de recevoir les membres de la communauté ivoirienne, qui sont à peu près 800. Ils ont été félicités pour le comportement exemplaire dont ils font preuve dans le pays d'accueil. Ils ont posé, bien sûr, les questions habituelles, notamment le problème de visa, le problème de logement ici en Côte d'Ivoire. Et donc, toutes ces questions seront examinées par Madame la ministre d'État, comme elle le fait pour les autres pays que nous visitons. Alors, pour terminer, je voudrais dire que cette visite véritablement historique a été mémorable et elle permet de renforcer davantage nos relations et également notre partenariat avec un pays important du continent. Et je peux dire qu'il faut que cette coopération sud-sud continue de se développer, et dire que je remercie le président Cyril Ramaphosa et le gouvernement et le peuple sud-africain pour l'hospitalité qui nous a été offerte, et aussi dire que c'est un pays que nous connaissons, puisque l'Afrique du Sud a contribué au retour d'une situation de démocratie et de paix en Côte d'Ivoire, et de nombreuses négociations ont eu lieu à Pretoria, et donc je me suis réjoui de ce que maintenant je pouvais leur dire que grâce à leurs efforts, aux efforts de l'Union africaine, mais des autres pays, mais surtout à la disponibilité des Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire est en paix et qu'il y a de bonnes perspectives dans notre pays, et que cette paix est quelque chose de très cher pour les Ivoiriens, et ceci nous avait manqué pendant une décennie, et que je pensais maintenant qu'elle est devenue irréversible. Et ceci explique les nombreux contacts que nous menons en ce moment avec mes prédécesseurs et avec la classe politique. Vous venez d'entendre le président Alassane Ouattara à son arrivée hier à Abidjan. C'était un point de sa visite d'État en Afrique du Sud. Avant de se rendre à l'aéroport à Port-Bouët pour l'accueil du chef de l'État, le Premier ministre était à Abobo, au nord d'Abidjan. Patrick Hachi y est allé donc poser la première pierre du futur CHU de la commune. Par ailleurs, le plus grand de Côte d'Ivoire, le plus grand centre hospitalier de Côte d'Ivoire. La réalisation de cet hôpital universitaire va coûter quelques 80 milliards de francs CFA pour une capacité de 600 lits. Sa livraison est prévue dans 36 mois exactement. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Voici le futur CHU d'Abobo. L'ouvrage sanitaire sera le plus grand du pays,
avec une capacité d'accueil de 600 lits et un accent particulier à la santé du couple mère-enfant. Ce samedi, dans la commune d'Abobo, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de l'édifice, au grand bonheur des populations. Je suis vraiment dépassée par l'acte que le président Alassane Ouattara pose. Il faut dire qu'il a changé le visage de ce pays, du pays de la Côte d'Ivoire. Si on a un su, ça va tout nous arranger. On ne va pas dépasser beaucoup pour aller loin. La santé est l'alpha et l'oméga de tout développement. Merci, Monsieur le Président, pour tout ce que vous faites pour la population de la Côte d'Ivoire et singulièrement pour la population de la commune d'Abobo. Ça permet de prendre en charge les malades qui sont évacués de l'Est, à Bangourou, Bondoukou, Bouna, Agboville et même ceux qui viennent de l'autour du Nord. Infrastructure à la pointe de la technologie, le centre devrait renforcer le dispositif hospitalier universitaire dans le pays, conformément à la volonté du chef de l'État. Cet établissement était attendu par Abobo et les Abobolais. Une commune telle que la nôtre, avec la densité de sa population, environ 1 400 000 habitants, qui plus est, constitue une plaque tournante dans le tout Abidjan, mérite une telle infrastructure. Nous avons attendu parce que nous avons une totale confiance dans nos autorités. Comment pourrais-je dès lors m'empêcher de traduire notre gratitude au maître d'ouvrage de ce grand projet? Il s'agit du président Alassane Ouattara, l'ange gardien d'Abobo, notre fierté. D'un coût global de 80 milliards de francs CFA, le CHU d'Abobo sera livré dans 36 mois à la date précise du 1er juillet 2025. En plus des services classiques d'un centre hospitalier universitaire, le CHU d'Abobo disposera d'une grande unité d'hémodialyse et du plateau technique pour y effectuer des greffes de reins, pour l'heure réalisées en l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Le CHU d'Abobo sera également doté d'une unité ultramoderne de pédiatrie et de néonatologie pour la prise en charge des bébés prématurés. Ce sera le plus important centre de pédiatrie de la sous-région ouest africaine. Le CHU disposera de 5 autres pôles dans les pôles tête et cou, ostéo-articulaire, abdomen, médecine générale et infectieuse. Il y a un peu plus de 60 ans, je vivais moi-même ici à Abobo et à Bobo-Akeikwa. De ma tendre enfance, quelquefois malade, le centre de soins le plus proche d'Abobo était une clinique près du cinéma Roxy à Adjamé. La providence et le hasard du destin a voulu que je sois là, dans cette fonction, au moment où on pose un acte si important pour transformer la vie des gens, améliorer la qualité de leur santé, presque une génération seulement après nous. Cette action volontariste pour une santé publique plus efficace, avec des plateaux techniques de meilleure qualité, mieux répartis sur notre territoire et des personnels plus nombreux et mieux formés, trouve son prolongement dans notre plan national de développement 2021-2025, avec un montant cumulé de plus de 1 000 milliards de francs CFA pour les projets en faveur de la santé. Le chef du gouvernement exhorte les équipes sur le terrain à la rigueur dans le travail. Patrick Hachi a surtout remercié les populations pour leur accompagnement constant à la vision du chef de l'État. Abobo est en chantier, Abobo est en progrès, Abobo sera demain cette cité moderne, fluide, complète, où l'on vivra encore mieux, plus heureux et plus longtemps. Oui, vous avez raison de faire confiance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et à l'ensemble de son gouvernement. Oui, vous avez raison de suivre ceux qui parlent peu mais agissent pour changer votre vie de tous les jours et le prouvent depuis une décennie. Inauguration des CHR d'Aboisseau, d'Adjamé, de Daloa, d'Adzopé et San Pedro. Mise en route des hôpitaux généraux de Yopougon-Atié et Méagui, du service gynécologique du CHU de Treichville ou encore des urgences du CHR de Séguéla. La carte sanitaire du pays se transforme un peu plus chaque jour pour le plus grand bonheur des populations.
Un reportage d'Alexis Ouedraogo et Adama Kéré. Hier samedi, c'était le 30 juillet. Hier samedi, c'était la journée mondiale de la traite des êtres humains. Occasion pour les gouvernants de prendre des mesures pour mettre fin à des pratiques telles que le travail et le mariage forcé. Cette année, la communauté internationale a célébré la journée qui avait pour thème « Utilisation et abus de la technologie ». Miss Belmonde Dogo a lu le message du gouvernement au micro de Frédéric Oulaye et Franck Quadio. Selon les statistiques des Nations Unies, 225 000 personnes sont victimes de traite des êtres humains à travers le monde. Il s'agit de l'exploitation des hommes, des femmes ou des enfants déclinés en travaux forcés, en abus sexuels ou autres. Face à cette réalité qui affecte de nombreux pays, des actions de lutte sont menées. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, le phénomène de la traite des personnes prend à travers le monde entier et spécifiquement dans la sous-région des proportions alarmantes. Tous les États africains en sont affectés dans un schéma de traite transfrontalière circulaire, soit en tant que pays d'origine, soit de transit ou de destination, avec pour principale cible les femmes et les enfants. L'adoption en 2010 du plan d'action mondial pour la lutte contre la traite des personnes, exhortant les gouvernements à prendre des mesures concertées et concrètes pour contrer la traite des personnes. L'adoption en 2012 des objectifs de développement durable engageant les dirigeants à prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin au travail des enfants d'ici 2025, au travail forcé et à la traite des êtres humains d'ici 2030. La Journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains cette année a pour thème « Utilisation et abus de la technologie ». Le gouvernement ivoirien s'engage pour la protection des jeunes, des femmes ou des enfants exposés au trafic humain. Le mal est identifié et des mesures existent. L'État de Côte d'Ivoire désirait de sensibiliser le public aussi bien sur la situation des victimes de traite que sur les conséquences de l'utilisation abusive des réseaux sociaux en matière de traite des êtres humains, contribue à la campagne Cœur Bleu initiée par les Nations Unies et qui encourage les États à s'impliquer et à soutenir la lutte contre la traite des êtres humains. La ministre Miss Belmonde Dogo, à charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, exhorte partenaires techniques et financiers ou même les leaders de jeunesse à plus d'action dans la lutte contre le phénomène de traite humaine. On va maintenant à la page santé de ce journal. On commence par l'actualité coronavirus. Voici les chiffres. 53, le nombre de nouvelles contaminations enregistrées hier samedi. 85 306, le nombre total de cas confirmés de Covid en Côte d'Ivoire. 811, le nombre de décès depuis le début de la pandémie et 131, les cas actifs. Pour inverser la tendance, il faut se protéger en appliquant les gestes barrières et cela même si vous êtes vacciné. Se protéger, c'est aussi protéger les autres de ce virus mortel. Les hépatites virales aussi peuvent tuer. Elles regroupent plusieurs maladies infectieuses universelles qui ont en commun une inflammation des cellules du foie liées à des virus. Entre autres, le virus de l'hépatite A, de l'hépatite B, de l'hépatite C ou de l'hépatite delta. Et l'hépatite ne peut plus attendre. C'est d'ailleurs le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, célébrée le 28 juillet dernier à Korogo. Il faut agir en urgence. Correspondance à Mississauga. Dépistage gratuit des hépatites virales au Centre culturel de Korogo. Nous sommes à la 12e édition de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Ce sont des maladies du foie provoquées par des virus. Il en existe 5 formes, A, B, C, D et E. Parmi elles, les hépatites B, C et D sont la première cause de cirrhose du foie et surtout du cancer primitif du foie selon les spécialistes. Elles ont aussi le même mode de transmission que le VIH, SIDA. C'est très important
puisque c'est une maladie qui tue. Au moins, si à mon statut, si je suis malade, au moins on me suit, il n'y a pas d'inquiétude. Nous, on ne connaissait pas ce genre de maladie, pourtant qui existe. Donc vraiment, c'était important pour nous de le faire. Arriver à la maison aussi, on peut sensibiliser ceux qui sont là-bas de venir faire. L'hépatite ne peut plus attendre est le thème choisi par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour attirer l'attention de tous sur la maladie. Le moment a été donc mis à profit pour expliquer à la population le mode de contraction de ces hépatites virales, l'importance du dépistage, les moyens de protection et la prise en charge. On a fait le communiqué pour demander aux femmes et aux hommes de venir se faire dépister. Parce que dès qu'on découvre tôt la maladie, il est plus facile de la soigner. Il n'y a plus à avoir peur, il n'y a plus à être anxieux parce qu'on vit avec une maladie qui va un jour ou l'autre nous emporter. Les hépatites virales sont elles-mêmes victimes de leur méconnaissance par nos populations qui les ont abusivement assimilées au paludisme. Mais cette méconnaissance a pour conséquence un retard au diagnostic qui le plus souvent sera fait au stade où les complications, notamment la cirrhose et le cancer primitif du foie, sont déjà installées. La découverte récente d'antiviraux à action directe a considérablement révolutionné la prise en charge des patients porteurs de cette maladie avec des taux de guérison de plus de 95%. En Côte d'Ivoire, la prévalence de l'hépatite B est de 13% et celle de l'hépatite C, 3%. Pour le moment, seuls les vaccins de ces deux formes sont disponibles. Selon l'OMS, chaque année, plus d'1,5 million de décès dans le monde sont dus aux hépatites virales. Le Comité national de télédétection et d'information géographique a développé des outils de gestion modernes. Et parmi ces outils, le projet e-commune qui a beaucoup de succès. Il permet par exemple l'accroissement des ressources propres des collectivités territoriales. Une expertise que le CNTIG exporte même au-delà de nos frontières. C'est dans ce cadre-là que le directeur général était récemment sur les deux rives du fleuve Congo, à Brazza et à Kinshasa. Reportage Grace Kando. Brazzaville et Kinshasa, ces deux villes de l'Afrique centrale, reçoivent la visite d'experts du Comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG, avec à leur tête son directeur général, Dr Edouard Fongboyi. La délégation ivoirienne a été reçue respectivement par le ministre des Affaires foncières et du domaine public du Congo et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Au cours des différentes rencontres, les axes stratégiques en vue de contribuer à la modernisation de la gestion foncière du Congo et l'outil phare du CNTG, le projet e-commune, ont été présentés. Nous sommes en mission dans le cadre d'une collaboration qui porte sur la mise en place d'un système d'information intégré, de cadastre, et ensuite d'un système de mobilisation des ressources qu'on appelle e-commune. Ce système que nous avons présenté ici vise à accroître les ressources propres de Kinshasa, et tout en intégrant les systèmes d'information géographique et permettre la traçabilité et augmenter les recettes propres de la commune. Des projets qui séduisent les autorités de la ville de Brazzaville et de Kinshasa. Ces partenaires privés qui viennent avec des solutions qui n'aboutissent pas. Et cette fois-là, la ville opte pour une autre expérience de faire avec l'État. Je pense que nous allons faire aussi cette expérience-là avec le Comité national de télédétection et d'information géographique de la Côte d'Ivoire. Cette mission du CNTG à Brazzaville et à Kinshasa s'inscrit dans le cadre d'un partenariat d'assistance technique signé entre ces différentes entités. Et de retour en Côte d'Ivoire, je vous amène directement à Bondoukou, chef-lieu du Gontogo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. On y va pour prendre part à la 6e promotion du CAFOP, à la sortie donc de cette 6e promotion du CAFOP de la ville. Des élèves qui ont appris durant leur formation les valeurs d'abnégation, de rigueur et de travail. Franck Kouadio. Le CAFOP de Bondoukou en fait. Environ 3500 élèves maîtres ont été depuis 2015 formés par une trentaine d'enseignants. C'est au tour de la 6e promotion d'être baptisée. Elle porte le nom du président du conseil régional, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Ils vont désormais faire leur preuve sur l'échiquier professionnel
et ses futurs enseignants sont conscients de la mission à accomplir. Sachez, chers professeurs, que vos élèves sont fiers de vous. Je puis vous promettre que toutes ces valeurs et toutes ces connaissances que vous nous avez transmises, nous saurons les mettre au profit de l'État de Côte d'Ivoire, afin d'honorer notre engagement de servir la nation en respectant les principes et les valeurs de la République. Abnégation et travail, c'est la recommandation faite par Kwaku Bio Alphonse, représentant du parrain, qui a exhorté les élèves maîtres à appliquer méthodiquement les techniques apprises à l'école. Vos diplômes ne sont qu'un parchemin et il vous appartiendra par votre abnégation au travail et dans la recherche du savoir-faire et du savoir-être de pouvoir gravir des échelons dans la société. Le parrain a offert la somme de 2,5 millions de francs CFA pour cette célébration du mérite qui a vu les 10 meilleurs élèves primés. La promotion Kombena Kwasi Adjoumani du CAFOP de Bondoukou est la deuxième de l'école après la réforme initiale des maîtres faisant passer le nombre d'années théoriques à 2 ans. Au Sénégal, 165 sièges de députés sont en jeu. 8 listes sont en compétition. La majorité espère conserver une majorité confortable à l'Assemblée, tandis que les principales forces de l'opposition visent à imposer une cohabitation au président Macky Sall. 6 mois après les locales, ces législatives seront le dernier scrutin avant la prochaine présidentielle. Ousmane Sonko a déjà affiché clairement ses ambitions de ce côté-là. Quant à Macky Sall, il maintient le mystère sur une éventuelle troisième candidature. Quels que soient les résultats, ces élections législatives marqueront le départ du président de l'Assemblée nationale depuis 2012, Moustapha Niasse. On va y aller au magazine du dimanche. Je sais que vous l'attendez impatiemment. Notre invité est de retour en plateau. Il est installé. C'est Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bienvenue encore, monsieur le ministre. Merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Séphora Zegui situe le cadre. Titulaire d'un doctorat depuis plusieurs années, ces docteurs ayant soutenu une thèse n'enseignent toujours pas. Ils sont 1120 selon les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le 3 novembre 2021, dans la commune du Plateau, ils entament une marche de protestation pour exprimer leur mécontentement, mais très vite dispersés par la police et une soixantaine parmi eux arrêtés, puis relâchés la même nuit. Ces docteurs demandent à être recrutés dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. Le vendredi 5 novembre de la même année, ils ont été reçus par le gouvernement à travers Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour lever tout équivoque. Leur porte-parole faisait ses doléances. Toute cette plaidoirie pourrait se résumer en cette seule phrase. Le souhait de la signature d'un décret présidentiel allégeant les procédures administratives et réduisant les coûts du recrutement des docteurs. Suite à cette rencontre, le gouvernement lance en mai 2022 un concours de recrutement de 660 docteurs. Sur 1921 candidatures enregistrées, 508 ont été recrutés. 152 postes restent donc à pourvoir. L'objectif n'ayant pas été atteint chez les assistants, un nouveau concours sera organisé. Selon Adama Diawara, son département ministériel fait face notamment à des défis d'insuffisance d'enseignants dans certaines spécialités. L'échec constaté au niveau des assistants lors du concours est une inadéquation formation-emploi. De 2012 à 2022, ce sont 4064 enseignants-chercheurs qui ont été recrutés. Cette année, ce sont 660 postes à pourvoir, dont 450 pour de nouveaux recrutements et 210 glissements catégoriels. Alors, monsieur le ministre, à l'entame de ce reportage de Séphora Zegui, on a entendu le chiffre de 1120. Ils sont au nombre de combien les docteurs non recrutés en Côte d'Ivoire, à l'heure où nous parlons? Merci pour la question. Effectivement, il y a pas mal de chiffres qu'on retrouve dans la presse, ça et là. En réalité, il faut faire très attention parce que ces chiffres-là sont faux. Je signale simplement qu'au début de ce problème de docteurs non recrutés, le chiffre de 3000 docteurs non recrutés a été avancé. C'est vrai qu'au niveau du ministère, nous avons fait notre propre dénombrement. Nous savions que ce chiffre était largement en dessous de 3000, mais pour éviter toute polémique, j'ai demandé aux docteurs non recrutés eux-mêmes de procéder à leur propre dénombrement.
Et je peux vous assurer que lorsqu'ils ont fini de le faire, ils ont trouvé en tout et pour tout 1463. Et ça, c'était en décembre 2021. Ça, c'est les concernés eux-mêmes qui ont fait le décompte. Les concernés eux-mêmes ont fait leur propre décompte, ils étaient à 1463. C'est vrai que le nombre de docteurs non recrutés, c'est un nombre qui est dynamique, puisque pratiquement tous les mois, on a un certain nombre de nouveaux docteurs qui soutiennent leur thèse. Je signale simplement qu'au dernier concours de juin 2022, on avait en tout et pour tout 1919. Mais attention, quand on dit 1919, il y a du tout dedans. Il y a des titulaires de doctorat 3e cycle, de doctorat d'État, de doctorat thèse unique, de PhD et même de diplôme d'expert et des ingénieurs de conception. Alors donc on avait 1919. Au terme du processus de recrutement 2022, parce qu'on a 660 postes, lorsqu'on aura fini de recruter les 660 docteurs, on va dire ça comme ça, il va nous rester en tout et pour tout 1259 exactement. D'accord. On en a combien par an en Côte d'Ivoire, des docteurs comme ça formés? Très, très bonne question. Vous savez, ce chiffre-là, il est évolutif d'une année à l'autre. Je donne quelques chiffres pour vous édifier là-dessus. Si je prends par exemple l'Université Alassane Ouattara, le dernier chiffre que j'ai, c'est 190 thèses uniques qui sont soutenues et 70 thèses d'exercice en médecine. Mais cela dit, entre le dernier concours, celui d'octobre 2021, et le tout dernier, celui de juin 2022, nous sommes passés de 1463, si je prends les chiffres des docteurs non recrutés eux-mêmes, à 1919. Ce qui fait un écart de 456. 456, soit environ 76... Toutes les universités confondues. Ah oui, toutes les universités confondues. Et toutes disciplines confondues, évidemment. Parce que quand on dit docteurs non recrutés, il ne s'agit pas que des docteurs en médecine. C'est des docteurs, toutes disciplines confondues. D'accord. Et combien d'entre eux sont recrutés chaque année par la fonction publique? C'est là qu'il faut tirer le chapeau au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, parce que je signale que, pour édifier les uns et les autres, par exemple, en 2006-2007, bien avant l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, on avait un chiffre de 167 recrutés. Tous les ans. 167 recrutés. Non, là, c'était le chiffre le plus élevé d'ailleurs, si on prend le régime précédent. Mais depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, de façon moyenne, on a entre 400 et 450 recrutements nouveaux et contrats, auxquels il faut ajouter en moyenne 150 glissements catégoriels, ce qui nous amène à 550 à 600. Alors, exemple typique, en 2021, il y a eu 610 postes, et en 2022, 660 postes. Je peux vous assurer, aussi, ça évolue. Ah oui, je peux vous assurer que nous battons le record parce qu'il y a des pays de référence en Afrique de l'Ouest qui ne recrutent qu'entre 100 et 150 docteurs chaque année. La Côte d'Ivoire bat absolument le record. D'accord. Donc 450 recrutés par an par la fonction publique. Plus que ça, plus les glissements catégoriels. Plus les glissements catégoriels. Que vous allez nous expliquer d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut entendre par glissement catégoriel? En fait, il y a ce que nous on appelle les recrutements nouveaux, c'est-à-dire que les nouveaux docteurs qui ont l'âge d'intégrer la fonction publique, je signale que l'âge maximum pour passer le concours d'assistant, c'est 45 ans. Ceux donc qui remplissent les critères d'âge, eux, ils rentrent par recrutement nouveau. Maintenant, vous en avez qui ont dépassé l'âge de rentrer à la fonction publique, eux, on leur réserve les contrats. Et ensuite, vous avez des fonctionnaires qui sont déjà en activité, qui ont donc un numéro matricule, qui sont à la fonction publique, mais qui, entre-temps, ont eu un doctorat et qui aspirent à devenir assistant chef de clinique ou attaché de recherche. C'est en ce moment qu'on parle de glissement catégoriel. Tout à fait. Donc, est-ce que vous avez obligation de recruter tous ceux qui sortent, tous ceux qui obtiennent leur doctorat? Absolument pas. Dans aucun pays du monde, cela existe. Absolument pas. C'est comme si on nous disait, tous ceux qui ont le BTS, on doit les recruter. Ou tous ceux qui ont un master, on doit les recruter. Ou tous ceux qui ont une licence, on doit les recruter. Non. L'État a le droit de former les citoyens, mais dire que le gouvernement est obligé de recruter tous ceux qui sont diplômés et encore à la fonction publique, je pense que c'est un leurre. Dans aucun pays du monde, ça existe. D'accord. Et qu'est-ce qui explique alors, Monsieur le ministre, l'explosion de ce nombre de docteurs non recrutés? Mais l'explosion est due à j'aurais dit à deux choses. La première, c'est qu'il y a eu une mauvaise compréhension du système licence-master-doctorat, LMD. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'au début de l'application du LMD, on a pensé que tous les apprenants, enfin les nouveaux bacheliers qui rentrent en licence 1, doivent terminer en licence 3, continuer en master 1, sortir du master 2, intégrer le doctorat 1 et finir en doctorat 3. Comme si on avait ce que les mathématiciens appelleraient un cylindre.
Mais je suis désolé, ce n'est pas un silène, c'est plutôt conique. Ça dit que ceux qui rentrent en licence 1, ils doivent arriver en licence 3 parce que la licence 1 et la licence 2 ne sont pas des diplômes. Donc, ils arrivent en licence 3 pour avoir la licence. Mais ensuite, passer de la licence 3 au master 1, ça sera par test. Compte tenu des capacités d'accueil et des capacités d'encadrement des universités. De la même façon, ceux qui ont un master 2, donc un master, pour passer en doctorat 1, ça sera sur test. Compte tenu, je le dis, des capacités d'accueil et d'encadrement. D'ailleurs, la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, c'est inscrit là-dedans de façon claire. Et il faut dire, hein, vous venez de l'évoquer, parlant de docteurs, il ne s'agit pas uniquement, il ne s'agit pas que des docteurs en médecine, il s'agit des docteurs à toutes disciplines confondues, notamment les lettres, la sociologie et tout ça. Mais parmi eux, quels sont ceux qui ont le plus de chances d'être recrutés? Mais sans compter, ce sont les mathématiciens. Vous avez les mathématiciens, les physiciens, les informaticiens, mais vraiment la palme, ce sont les mathématiciens. Je vous donne un exemple. Hein. Le dernier concours, il y avait 13 candidats en mathématiques, et sur les 13, on a recruté 12. Le 13e, d'ailleurs, n'a pas été recruté simplement parce qu'il n'avait pas un doctorat, c'était un ingénieur. Sinon, il aurait été recruté parce qu'on a un déficit criard de professeurs, enfin, d'enseignants en mathématiques. Ensuite vient la physique, ainsi de suite. Là où on a un trop-plein de docteurs par rapport au nombre de postes budgétaires disponibles, ben c'est les disciplines telles que les lettres modernes, la philosophie, la sociologie, l'histoire, la géographie, les sciences naturelles. Voilà. Là, on a un trop-plein de docteurs par rapport aux possibilités d'absorption. Mais qu'est-ce qui explique que les mathématiques, il n'y a pas beaucoup de docteurs qui s'y intéressent, beaucoup de personnes qui s'y intéressent? Le problème vient de loin. Le problème vient de loin. De façon mécanique, je pourrais dire que le vivier même de départ pose problème. L'année dernière, par exemple, quand on regarde les nouveaux bacheliers qui se sont inscrits sur la plateforme d'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je peux vous dire qu'il n'y avait que 2,30% du bac C et E. Ça veut dire que le vivier déjà est faible. Donc, du coup, quand une partie va à l'INPHB, dans d'autres grandes écoles publiques telles que l'ESATIC, après, bon, il nous reste ceux qui peuvent intégrer éventuellement les UFR de mathématiques informatiques de nos universités publiques. Donc, le vivier, même au départ, est faible. Mais il faut dire que le problème remonte à loin. Hein. Ça remonte depuis le secondaire, voire le primaire. Il y a une peur bleue des mathématiques. Bon, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de stratégies pour faire en sorte que ce problème soit réglé. Et que cette peur des mathématiques se dissipe. Exactement. Et que nous devenions tous des mathématiciens, comme Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, ceux qui n'intègrent pas la fonction publique, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, autre possibilité d'emploi pour eux? Vous savez, cela fait... Est-ce qu'ils sont tous destinés à justement intégrer la fonction publique? Pas du tout. Je pense qu'il faut que ce soit clair dans la tête des uns et des autres. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on doit intégrer automatiquement la fonction publique. De toute façon, la fonction publique, ce n'est pas possible. L'État de Côte d'Ivoire, surtout avec le président Ouattara, fait beaucoup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 660 postes pour le recrutement d'assistants, assistants chefs de clinique et attachés de recherche en Côte d'Ivoire, là où des pays de référence dans notre zone ouest africaine recrutent entre 100 et 150. Il y a des pays même où le recrutement est plus que erratique. Bon, mais cela dit... Nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire. Cela dit, je signale que 450 recrutements nouveaux, c'est près de 4 milliards 800 millions. Hein, oui, en salaire et en prime de richesse, ça il faut le savoir. Mais cela dit, il faudrait que nos docteurs sachent que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Et même si vous voulez être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas intégrer l'enseignement supérieur ou la recherche. Alors, donc, il y a d'autres possibilités d'emploi qui s'offrent à eux. D'ailleurs, chaque fois que je les ai rencontrés, je leur ai établi, je leur ai listé un certain nombre de possibilités d'emploi. D'abord, je leur ai dit, ils peuvent éventuellement passer le concours d'entrée à l'ENS, à l'École normale supérieure, et devenir des professeurs de lycée. Et à partir de là, comme ils sont docteurs après, ils peuvent devenir assistants ou attachés de recherche via glissement catégoriel. Il y a la possibilité d'intégrer la fonction publique, soit en passant le concours de l'ENA, soit un concours d'accès direct à la fonction publique. Et de là, s'ils veulent, ils peuvent toujours faire un glissement catégoriel pour revenir à l'enseignement supérieur ou à la recherche. Il y a la possibilité d'aller enseigner dans une grande école ou une université privée et après aussi repasser le concours d'entrée dans les universités, soit recrutement nouveau, contrat ou que sais-je. Il y a aussi la possibilité d'être employé tout simplement dans une entreprise de la place, nationale ou internationale. Surtout qu'il y a certaines entreprises privées, je signale, qui ont des laboratoires de recherche tels que Nestlé. Et il y a aussi, c'est vrai, il y en a qui n'aiment pas qu'on le dise, mais je suis obligé de le dire parce que c'est une réalité, il y a aussi l'auto-emploi. Il y a la possibilité de créer une entreprise.
C'est vrai que bon, cela sous-tend un certain nombre de contraintes. Il faut pouvoir être aidé, il faut bien qu'il sûr, soit aidé par le gouvernement. Bien sûr, mais on ne peut pas l'occulter, on est obligé de le dire parce que c'est une possibilité. Pendant que nous y sommes, éclairez-nous un peu sur la méthodologie de recrutement des enseignants-chercheurs et même des chercheurs. Alors, nous avons 3 types de concours. Il y a celui qui est relatif au recrutement des assistants-chefs de clinique dans les UFR des sciences de la santé, c'est-à-dire médecine, pharmacie, odontostomatologie. Il y a le concours de recrutement des attachés de recherche pour les structures de recherche et même les universités, parce que dans les universités aussi on a des chercheurs, même si le nombre est réduit. Et évidemment, on a le 3e type de concours, c'est celui qui consiste à recruter les assistants pour nos universités et grandes écoles publiques. Maintenant, pour ce qui concerne les attachés de recherche, nous allons commencer par là. Très rapidement. Alors, les docteurs qui sont intéressés par une carrière de chercheur déposent leur dossier de candidature à la direction des ressources humaines du ministère, qui transmet ce dossier-là aux structures de recherche qui ont des jurys internes d'évaluation. Et ces jurys internes d'évaluation donc évaluent les dossiers qui leur sont présentés, font une présélection, et les dossiers qui ont été présélectionnés atterrissent sur la table des CTS, des comités techniques scientifiques, qui les instruisent. Et après, les résultats de leurs travaux sont transmis au comité national scientifique qui, en dernier ressort, juge de la recevabilité de ces dossiers-là. Je signale par exemple qu'en 2022, on avait en tout 180 dossiers au départ. 46 ont été présélectionnés dans les structures. Et sur les 46, la session conjointe Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur et Comité national scientifique a finalement retenu 40 dossiers. Donc sur 46 au départ. Bon, ensuite, pour les assistants chefs de clinique, là également, bon, je prends par exemple ceux qui sont en médecine. Ils font d'abord le doctorat d'exercice de médecine au bout de 7 ans. 1 an à l'école préparatoire des sciences de la santé et 6 ans, disons, dans les UFR des sciences de médecine, si on peut le dire comme ça. Il y a Cocody et puis il y a Boaké. Ça leur fait donc 7 ans, mais au bout du premier semestre de leur 6e année, ils passent le concours d'internat. Alors là, ils vont faire au minimum 4 années en internat. C'est ceux-là qui peuvent postuler au poste d'assistant chef de clinique. Et en ce moment, ils sont évalués par des jurys internes d'abord, qu'on appelle des jurys de discipline, sur 4 segments. Il y a une épreuve écrite, une épreuve orale et une épreuve pratique, plus la clinique. Voilà. Et après, maintenant, les résultats donc, des jurys de discipline sont soumis à l'appréciation d'un jury général qui, en dernier, ressort statut. Mais au niveau des assistants, là, il y a eu une innovation depuis 2022, compte tenu d'un certain nombre de limites qu'on avait dans l'ancien système. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les candidats sont évalués sur 3 segments. D'abord, il y a une épreuve écrite qui porte sur les unités d'enseignement fondamentales de licence 1 et licence 2, quoique cette année, ils n'ont été interrogés que sur les UE fondamentales de licence 1, puisque de toute façon, après, ils vont enseigner en première, deuxième année de façon générale, plus les cours de spécialité. Et ensuite, il y a, ça donc leur permet d'avoir ce que j'appelle une note N1. Ensuite, ils sont évalués sur ce qu'on appelle les projets pédagogiques et de recherche. Ça consiste à nous dire s'ils sont recrutés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme cours et quels sont les grands chapitres de ces cours-là. Ça, c'est le projet pédagogique. Et le projet de recherche, s'ils sont recrutés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme travaux de recherche dans leur laboratoire. La note N2. Voilà, ça fait la note N2. La moyenne des 2 fait la note N2. Et ensuite, ils vont en audition, ils passent devant un jury thématique qui leur pose des questions sur leurs travaux de thèse. Et ça donne une note N3. Et après, on sort une moyenne pondérée, 40% de la note N1, plus 40% de la note N3 et 20% de la note N2. Et à partir de cette note pondérée, on les classe. Et le nombre qui est, disons, recruté correspond aux possibilités, enfin, au nombre de postes budgétaires, voilà, au nombre de postes budgétaires ouverts dans la mention dans laquelle le candidat a compétit. Bien sûr. On parle de 508 docteurs recrutés en juin dernier, en juin 2022. Oui. 508 sur 660. Ben, c'est aussi simple que ça. Avant le concours, j'ai reçu tous les docteurs non recrutés. Je leur ai dit, il y a 660 postes, mais nous allons ouvrir que 610 postes pour la simple raison que les 50 postes, on va les laisser pour un concours ultérieur pour l'université de Bondougou qui doit ouvrir bientôt. Tout à fait. Donc 610 postes pour les autres universités. Ce qui avait été annoncé par le chef de l'État. Exactement. Et 50 postes réservés pour l'université de Bondougou. Alors les 610 postes qui ont été mis en jeu, il se trouve qu'il y a 102 postes qui sont restés non pourvus, non pas de notre ressort, mais simplement parce que les universités ont estimé que les personnes qui leur ont été présentées pour ces 102 postes, en tout cas, ne correspondaient pas aux spécialités dont ils avaient besoin.
Bon, évidemment, parce qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a un poste qui est ouvert qu'on doit forcément prendre. Parce que si ça correspond... Imaginez-vous, par exemple, une université qui cherche 10 enseignants en maths. Bon, il n'en a que 8. Il reste 2 postes. Ils ont besoin de professeurs de maths. Ça ne veut pas dire qu'il faut convertir ça tout de suite en enseignant de sociologie. Non. Donc, c'est un problème de spécialité. Donc, les 102 postes qui n'ont pas été pourvus pour raison de spécialité, ajoutés aux 50 postes qui ont été réservés pour l'université de Bondoukou, ça fait en tout 152 postes que nous allons mettre à concours en octobre. En octobre 2022. En attendant le concours de mars 2023, pour lequel on a déjà 425 postes pour les recrutements nouveaux et les contrats, auxquels vont s'ajouter probablement 200, voire 200 et quelques glissements catégoriels. Monsieur le ministre, on croyait les mouvements sur les universités derrière nous. Maintenant que les étudiants, il n'y a plus de bruit de leur côté, c'est au tour des docteurs. Vous savez, je peux comprendre qu'il y ait du désespoir chez certains, simplement parce que je pense qu'il faut, à leur niveau, changer de paradigme. Il faut qu'ils sachent que ce n'est pas parce qu'on a un diplôme que l'État a obligation de vous recruter, parce que n'oubliez pas que l'État a les contraintes de masse salariale, qui veut que le financement de la masse salariale des fonctionnaires ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales. Donc l'État a cette contrainte budgétaire. Alors du coup, il faudrait que les docteurs se disent, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, mais il y a d'autres possibilités d'emploi, je viens d'en égrener. Voilà, surtout que non seulement ils pensent qu'il faut être fonctionnaire, mais systématiquement être assistant chef de clinique ou attaché de recherche. Il y a d'autres possibilités. Monsieur le ministre, est-ce que tout cela ne dénote pas de la question de l'emploi en Côte d'Ivoire? Si les docteurs eux-mêmes se cherchent, qu'en sera-t-il des BTS, des licences? Vous savez, l'un des défis majeurs qui se pose aujourd'hui dans notre système d'enseignement supérieur, c'est l'adéquation formation-emploi au double niveau qualitatif et quantitatif. Bon, nous pouvons faire ces débats plus tard, mais pour ce qui concerne les docteurs, certainement après les vacances gouvernementales, je vais soumettre à l'analyse du Conseil des ministres un décret portant sur la création des écoles doctorales. Alors nous allons quitter les formations doctorales classiques pour aller vers les écoles doctorales. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le libre cours à chaque université, aux grandes écoles publiques, voire privées, de former autant de docteurs qu'ils veulent. Cette fois-ci, on fera des écoles doctorales et ces écoles doctorales auront 3 caractéristiques. La mutualisation des infrastructures, des équipements et du corps enseignant, pour plus de rationnel, on dira ça comme ça. Et deuxième caractéristique, c'est la pertinence. Faire en sorte que les thématiques de recherche qui sont développées dans les écoles doctorales répondent à des besoins, des besoins en termes de développement du pays. Et troisième chose, c'est l'adéquation formation-emploi au double niveau qualitatif et quantitatif qui fera que, le nombre de doctorants qui entrent dans une école doctorale donnée sera fonction des possibilités d'absorption du marché de l'emploi. Quand je dis absorption du marché de l'emploi, c'est aussi bien fonction publique que secteur privé qu'auto-emploi. Parce qu'il faut savoir que justement, si on ne fait pas cela, on va se retrouver donc avec cette inadéquation terrible entre la formation et l'emploi au niveau quantitatif qui génère malheureusement 2 problèmes qui sont connus, c'est le désajustement et le déclassement de nos diplômés. D'ailleurs, pour la petite histoire, je vous donne un exemple qui va vous édifier. L'université Alassane Ouattara. Je prends l'unité de formation et de recherche CMS, communication, milieu et société. Je vous assure, une seule UFR a 2140 doctorants. Ça, c'est pas possible, c'est ingérable. 2140 doctorants. Le problème qui se va poser, c'est que non seulement, évidemment, tout ce beau monde qui va sortir aura du mal à trouver un point de chute, parce que je signale, je l'ai dit tout à l'heure, que là où est-ce qu'avec ce nombre-là, ils sont bien formés, ils sont des docteurs vraiment aguerris? Mais justement, c'est ça le problème, parce que, vous savez, quand vous mettez un trop-plein de doctorants comme ça dans votre système, ça pose un problème, parce que je signale que quand je regarde l'université Alassane Ouattara pour cette UFR CMS, comme on dit, j'ai vite fait un calcul. Quand on regarde le nombre de doctorants divisé par le nombre d'enseignants et de chercheurs de rang A, ça nous fait plus de 12 doctorants par enseignant. Ce qui n'a pas de sens. Parce que je prends ma petite expérience, personnellement, quand j'ai même 2 doctorants encadrés, c'est assez compliqué. Je crois qu'au niveau du CAMES, monsieur le ministre, c'est aussi un critère. Bien sûr, c'est un critère. C'est pour ça que beaucoup d'enseignants ont envie d'avoir plusieurs doctorants à leur charge. Oui, mais il faut savoir raison garder, parce que je signale quand même que même au niveau du CAMES, pour passer de maître de conférence à professeur tutélaire, ce qu'on vous demande, c'est d'encadrer de façon pleine une thèse.
C'est vrai qu'à partir de 2024, on va passer à 2 thèses. D'ailleurs, il y avait eu des propositions pour demander que ce soit 4. Je fais partie des ministres de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES qui se sont opposés, voilà, pour éviter l'inflation dans le nombre de thésards, parce que déjà, ce qu'on a, si on a du mal à les caser, il ne faut pas faire de l'inflation. Donc, pour le moment, c'est une thèse encadrée. Vous passez du grade de maître de conférence à celui de professeur titulaire. D'accord. Une donc de vos solutions, c'est l'installation, la création d'écoles doctorales. Une des solutions pour endiguer ce mal. Bien sûr. D'accord. Alors, vous-même, est-ce que vous avez beaucoup de temps, monsieur le ministre? Vos activités personnelles, politiques, ne prennent-elles pas le dessus sur vos responsabilités? La politique, bon, ça prend un peu de temps, mais je signale que, évidemment, du lundi au vendredi, j'anime mon ministère. Le samedi, il m'arrive samedi matin d'animer parfois des meetings dans un quartier d'Abidjan. Et puis, bon, généralement, les samedis après-midi, je vous assure, je fais cours d'amphi avec mes étudiants. On a ouï dire que vous seriez intéressé par un poste de maire dans une commune d'Abidjan. C'est vrai, monsieur le ministre? Oui, vous savez, chacun a ses ambitions. On ne peut pas être dans la politique et ne pas avoir d'ambition. Mais cela dit, je suis peut-être candidat à la candidature de mon parti. De toute façon, c'est le parti qui décide. Moi, je suis un militant discipliné. Je vais me plier à la décision de mon parti. D'accord. Si vous êtes le candidat choisi, retenu, alors vous serez candidat. Cet entretien est terminé. Merci d'être venu. Les préinscriptions à l'université, c'est cette semaine qu'elles démarrent? Exactement, le lundi. Demain, en tout cas pour les universités publiques. Pour les universités. Parce que le privé, ça sera après, compte tenu de l'évaluation des établissements privés, puisque le nombre de bacheliers affectés dans les établissements privés sera fonction des notes des établissements. Il y aura un facteur de proportionnalité. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est un professeur que nous avons reçu aujourd'hui et il l'a démontré. Notre invitation, merci de l'avoir accepté. Bon retour à vos occupations et vivement qu'une solution soit très vite trouvée pour un retour au calme. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance et à demain lundi, 13h.